Né en 1847 dans la ville de Lorquin, en Moselle, Crevaux visite pour la première fois la Guyane à l'âge de 20 ans. Épris d'aventure, il part alors explorer le pays, partant sur les traces de ses prédécesseurs qui cherchaient l'Eldorado. S'il mène ses premières explorations avec des compatriotes, il décide assez rapidement de continuer seul, cherchant des personnes pour l'accompagner dans les villages indiens ou noirs marrons qu'il traverse. Très régulièrement rongé par les fièvres, Crevaux essaie de tenir tant bien que mal un journal de bord de ses voyages à travers l'Amazonie. Presque illuminé, il a vite du mal à mettre des limites à sa soif d'exploration. Seul ou accompagné, il parcourt en tout plus de 10 000 km à pied à travers la forêt amazonienne. La légende dit même qu'il finissait régulièrement ses expéditions pieds nus, dans un état de dénuement total. C'est durant mes études d'anthropologie que j'ai découvert Crevaux. Je me suis très vite prise d'affection pour cet explorateur, un peu fou et marginal. Suite à la lecture de son journal de bord, j'ai décidé de rejoindre mon frère qui travaille pour le parc amazonien de Guyane afin de retrouver ses traces un demi-siècle plus tard. Nous avons voulu refaire sa première expédition qui consistait à relier le Maroni au Jari en reprenant ses notes pas à pas. Ce voyage le fit traverser les mythiques monts Tumucumac, une chaîne de collines où la plupart des explorateurs situaient le fameux lac Périmée qui, d'après les légendes amérindiennes, était rempli d'or. Le chemin qu'il a pris était à l'époque souvent fréquenté et avait été surnommé le chemin des Amérindiens. Yalou Maïke et Aïma Wale, deux amis amérindiens de mon frère, nous ont accompagnés dans ce voyage qu'effectuaient autrefois leurs ancêtres. En reprenant le journal de bord de Crevaux, nous avons pu trouver quelques indices nous permettant de faire des hypothèses sur le trajet qu'il avait pris. Il parle notamment d'une cascade située entre deux monts. Nous avons imaginé qu'il pouvait s'agir de ces deux monts entre lesquels passe une rivière. Puis, il parle d'un sommet situé de l'autre côté de la rivière Coulé-Coulé, à partir duquel il est possible d'apercevoir un mont à deux bosses. Nous avons pensé qu'il pouvait s'agir du sommet sur lequel a été installée la bande de Trijonction, symbolisant la frontière entre le Suriname, la France et le Brésil. Il note par la suite qu'il passe devant un espace dénudé. Nous avons pensé qu'il pouvait s'agir du Temo Mairen, qui signifie en amérindien « tête coiffée ». Il note qu'il existe dans ce secteur une faille dans une roche, dans laquelle les Amérindiens cachaient leur nourriture à l'abri des animaux pour leur retour. Enfin, Crevaux dit suivre une longue crête avant de rejoindre le Mapaoni. Cette crête semble apparaître assez clairement sur la carte. Par ailleurs, le géographe Jean Hureau notera plus tard qu'à proximité du dégrade se trouvent des chutes qu'il situe sur sa carte. Nous sommes donc partis, armés de toutes ces hypothèses, pour voir si nous pouvions retrouver les traces de Crevaux. Après avoir remonté le Maroni, puis la rivière Waremapan sur 4 jours en pirogue, nous nous retrouvons bloqués par des gros rochers. Il y a de fortes chances que nous soyons donc arrivés au dégrade. À l'époque de Crevaux, arriver jusque-là était une expédition en soi. Il notait alors dans son journal. Enfin, après 33 jours de navigation, avec une moyenne de 8 heures par jour, nous arrivons au dégrade où les Indiens laissent leurs canots dans leur voyage à travers la chaîne des Tumucumac. À cet endroit, la carte que nous avons est très peu précise. Nous décidons de partir plein sud à la recherche des chutes indiquées par Hureau. Après une très longue journée de marche, pendant laquelle nous avons dû à plusieurs rebrousser chemin, nous entendons soudain le bruit d'une cascade. Nous filons droit devant nous pour voir de quoi il s'agit et tombons sur des chutes somptueuses. L'endroit est pittoresque. Nous y installons un campement pour la nuit. Notre prochaine étape, c'est le mont Kassabatiki. Je pense que la crête, c'est lui qu'on a vu. Nos cartes manquent de précision. Nous ne parvenons pas à suivre la crête de la montagne indiquée sur celle-ci et tombons rapidement dans une zone de roseaux où la progression est presque impossible. Nous parcourons moins de 100 mètres en 1 heure avant d'arriver dans une vallée peu hospitalière. En progressant si difficilement dans ces espaces peu accueillants, nous nous souvenons des annotations de Crevaux. Chaque colline est séparée de sa voisine par une petite vallée marécageuse, où l'on ne rencontre que des palmiers. Il serait absolument impossible de faire ce trajet pendant la saison pluvieuse, car même au plus fort de la sécheresse, on s'enfonce quelquefois dans la boue jusqu'au-dessus des... Aussi, les Indiens ne font-ils leur voyage à travers la montagne qu'au milieu de la saison sèche. Après plusieurs jours de marche, nous parvenons enfin au mont Kassabatiki, renommé Mont Lorquin par Crevaux. Nous nous rappelons alors de son euphorie en arrivant sur ce mont qu'il croit être le sommet des Tumucumac. Je suis enfin arrivé à mon but. Advienne maintenant que voudra. Je ne veux pas quitter ce point important qui sépare le bassin du Maroni de celui de l'Amazone, sans y laisser quelques vestiges de mon voyage. Je partage avec mon escorte une bouteille de champagne, la dernière, que j'avais soigneusement emballée et mise de côté pour le baptême de la montagne, à laquelle, en souvenir de mon pays natal, je donne le nom de Mont Lorquin.
La bouteille vide servira de monument pour attester le passage d'un Français dans ce pays inconnu jusqu'alors. En reprenant la route, nous sommes d'autant plus contents que nous découvrons, sous le couvert forestier, des traces qui ressemblent à un chemin. Après quelques heures de recherche, Aïma Wale et Elumaike découvrent des signes montrant qu'il s'agit bien là du chemin des Amérindiens. Plus de 50 ans après le dernier passage, nous remettons les pieds sur leurs traces. La sensation est impressionnante. Nous suivons ce chemin sur seulement 10 mètres, puis les traces disparaissent de nouveau. Nous reprenons alors les notes de Crévo. Plus loin, en arrivant à un point où le baromètre marque 737 degrés, nous rencontrons une petite crique, ou plutôt un torrent, qui est la branche du coulé-coulé. La montagne qui s'élève sur la rive opposée de cette crique est désignée sous le nom de Mont Poulioudou, du nom d'un arbre dont se servent les Indiens pour faire leur pagaie. Nous décidons de camper auprès de ce même torrent. Il y a de fortes chances que Crévo ait établi son camp au même endroit, ou presque. Il est long cette montagne. Nous sommes alors couverts de tiques que nous brûlons à l'aide de braises. La suite du trek nous mène à la montagne Poulioudou dont parle Crévo, aujourd'hui connue sous le nom de point de tréjonction. Il s'agit là de la seule donnée GPS fiable de tout notre périple. Nous y accédons donc assez facilement. Nous découvrons alors la borne et une mystérieuse tour en métal côté brésilien. 9e RIMA, première compagnie, 3e section, août 1995, mission préjonction. Crévo notait alors. À peine arrivé sur le plateau de la montagne, Apoike, qui devine mes moindres intentions, a l'idée de faire un abatis pour me découvrir l'horizon. Pour cela, il choisit un gros arbre qu'il sabre à tour de bras. En moins de 10 minutes, ce géant s'abat sur un des versants et, entraînant dans sa chute tout ce qui se trouve sur son passage, fait une immense trouée qui dégage l'horizon comme par enchantement. Je distingue nettement une montagne dénudée à 2 sommets, qui me paraît distante de 5 à 6 lieues environ. Le lendemain, alors qu'ils visitaient une grotte, Elumaike et Frédéric se font attaquer par des mouches à feu. En courant pour les fuir, ils tombent sur une immense roche savane. Le spectacle est magnifique. Nous reprenons le texte de Crévo. Nous trouvons près du sentier un grand espace dénudé, d'où nous apercevons une série de montagnes dans la direction du soleil couchant. Nous y sommes donc. Le jour suivant, nous décidons d'aller explorer plus loin, pour essayer de trouver les grandes failles servant de garde-manger. Après de longues recherches, nous tombons enfin sur une falaise qui pourrait correspondre aux écrits de Crévo. Elle est couverte de trous situés à des hauteurs permettant de cacher de la nourriture. En empruntant le chemin qui la longe, nous trouvons des tessons de poterie. Même si nous n'en aurons jamais la preuve, nous sommes persuadés qu'il s'agit là des poteries que laissaient les Amérindiens lors de leur voyage à travers les Tumucumac. À aucun moment de notre trek, nous avions pensé pouvoir trouver des liens aussi matériels avec le récit de Crévo. Le lendemain, nous trouvons la longue crête que nous suivons jusqu'au Mapaoni. Nous sommes arrivés au bout de notre trek. Tous les éléments du récit de Crévo ont été retrouvés. Nous retournons au dégrade pour nous reposer avant de redescendre la Waramapan à la pagaie. Je continue mon voyage sans trop me presser. Un voyage à toute vitesse et du temps perdu, parce qu'on ne peut rien voir. Je suis ici par la grâce de Dieu. Il faut que j'en profite pour étudier la nature, car je ne retournerai plus jamais dans ces parages. Descendre en toute hâte dans un pays inconnu est pour un explorateur une fuite devant l'ennemi. À la fin de son expédition, alors qu'il était dans un état de total dénuement et toujours rongé par les fièvres, Crévo se remémore le voyage qu'il vient de terminer et, quittant son ton de scientifique méticuleux, il nous livre son regard sur l'Amazonie. La forêt vierge, le grand bois comme on l'appelle en Guyane, se présente sous un aspect froid et sévère. À vos pieds, vous ne voyez pas un brin d'herbe, à peine quelques arbres grêles et élancés, pressés d'atteindre la hauteur de leurs voisins pour partager l'air et la lumière qui leur manquent. Ni sans la fièvre, me disait un de mes compagnons. La vie paraît avoir quitté la terre pour se transporter dans les hauteurs. Au niveau des cours d'eau, la végétation perd de sa sévérité pour gagner en élégance et en pittoresque. Ici, le soleil est le privilège des plus grands arbres, qui s'élancent au-devant de lui. Mais les plus petits trouvent aussi leur part de chaleur et de lumière. Là-bas, c'est la bête fauve et l'œil de crapaud. Ici, ce sont les animaux de toutes espèces qui viennent ensemble partager les bienfaits de la nature. Non, non.
Là-bas. Il y a un trou. Hein.